Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du numérique, de la pédagogie autour du numérique. On va en parler avec Anne-Sophie Lebras, directrice France du programme Atelier numérique chez Google. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent et l'insertion professionnelle des jeunes. Et on accueillera, et c'est une première, Sylvain Raymond. Il est le directeur général de cette communauté des entreprises qui s'engagent. Il va nous expliquer bien la progression de cette communauté, puis les actions très concrètes sur le terrain. Et puis le cercle RH, l'autocensure, le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse, je ne sais pas si on peut le dire de cette manière. On fera le point parce que c'est un vrai débat. Parfois on rate une carrière parce qu'on n'ose pas, on n'a pas le courage de le faire. On en parlera et il y a des solutions. Et puis fenêtre sur l'emploi, plier pour mieux recruter, c'est presque une phrase philosophique. On en parlera avec Clémence Meyer, cofondatrice de Solansky. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle numérique. Parfois, vous êtes un peu éloigné de ce sujet du numérique, un peu perdu devant le clavier. Et c'est un vrai sujet, évidemment, d'angoisse. Même parfois, pour répondre à des courriers administratifs, on est un peu perdu. On en parle aujourd'hui avec Sophie Lebras. Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Sophie, directrice France du programme Atelier numérique Google, créé il y a 10 ans maintenant. C'est intéressant parce que Google, évidemment, mais tout le monde connaît Google, mais c'est un vrai programme de pédagogie philanthropique. C'est bien ça l'esprit du programme. Oui, c'est l'esprit du programme. Donc on l'a lancé il y a 10 ans, en 2012, depuis Marseille, ce programme d'accompagnement et de formation aux outils du numérique. En 10 ans, on a accompagné à peu près 700 000 personnes en France sur ces outils du numérique. On a répondu à leurs questions, on a levé des appréhensions. On s'adresse à la fois à des professionnels, des commerçants, des artisans, des indépendants qui se demandent comment améliorer leur visibilité en ligne ou comment ça marche un site internet. Mais on s'adresse aussi à des demandeurs d'emploi ou des étudiants qui se disent que le numérique peut aussi avoir un vrai intérêt, un vrai bénéfice dans leur recherche d'emploi. Je parlais de philanthropie parce que c'est un mot très américain en l'occurrence. Notre modèle social n'est pas tout à fait le même. Il y a cet esprit de quoi ? De donner, qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de business pour le dire directement. Et c'est vraiment du savoir et de la transmission, on est bien d'accord. Voilà, quand on les a lancés, les ateliers numériques, il y a plus de 10 ans, on partait d'un constat qui était simple et qui est encore très valide aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est une formidable source d'opportunités, mais à condition de savoir en maîtriser les usages et les codes. Et en tant qu'acteur du numérique, on a aussi souhaité prendre nos responsabilités et apporter notre pierre à l'édifice, justement, dans cette lutte contre l'exclusion numérique. 40% des actifs déclarent que leurs organisations a des problèmes de recrutement en raison du manque de compétences numériques. Alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, j'ai l'impression que tout le monde fait du numérique, et quand on regarde bien les chiffres, on s'aperçoit que même les jeunes, à part regarder leurs écrans, ne sont pas si forts que ça en numérique, les seniors, et puis des salariés qui n'ont pas été formés au fil de l'eau et qui sont perdus. Ça représente beaucoup de monde, en fait, mal formé. Tout à fait. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Donc des gens qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec le numérique et qui ne peuvent pas bénéficier du plein potentiel du numérique. Donc vous avez raison, aujourd'hui c'est un vrai problème, et c'est un vrai problème pour les entreprises qui ont ces dernières années, à la faveur du Covid, accéléré leur transition numérique et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés à trouver les compétences, à trouver les profils, que ce soit en externe mais même en interne, pour pouvoir justement passer cette transition numérique. Les compétences numériques, c'est 77% des candidats sont des hommes issus de zones urbaines. Alors aussi, il y a des sociotypes et on voit qu'à travers l'Observatoire de la diversité du numérique sur les zones de revitalisation rurale, que la France est coupée en deux, quoi. Il y a les urbains modernes et qui sont connectés, puis il y a les autres. Tout à fait, vous avez raison. Donc cette étude, c'est une étude qui a été menée par l'association Diversidays en partenariat avec Pôle emploi. Et cette étude montre qu'en effet, il y a un certain sociotype du demandeur d'emploi dans les emplois du numérique. 77% ce sont des hommes, plus de 50% ont moins de 35 ans. Donc on est plutôt sur un profil type jeune, homme, issu de milieu urbain. Donc ça veut dire que l'action que vous menez par vos programmes de formation, il y a combien de personnes ? 700 000 qui sont déjà passées. C'est aussi une manière de réconcilier les territoires. On est d'accord, c'est ça l'enjeu. Tout à fait, et on a vraiment décidé d'aller beaucoup plus loin justement dans le aller vers les gens, en s'équipant il y a quelques années de vannes ateliers numériques qui permettent à nos 40 coachs d'aller partout en France. Donc au moment où on se parle, j'ai des équipes qui sont à Besançon, j'en ai d'autres qui sont à Bazas, il y en a qui sont à Saintes. Cette semaine, on couvre chaque année en présentiel plus de 200 villes de France, et on va tout le temps, ça c'est important, chez des partenaires. On ne fait pas seul. Sur ces sujets-là, on ne fait absolument pas seul. On fait avec des partenaires du tissu économique comme les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers d'artisanat, ou des partenaires comme les missions locales ou Pôle emploi. Un mot sur le regard que portent
des zones rurales, des petites villes françaises qui sont bien jolies d'ailleurs, quand elles voient arriver le Google. Il y a forcément un échange qui s'installe au-delà du fait que vous ayez cette transmission et qui est passionnante d'ailleurs. Comment ils vous regardent? Parce que Google, dans l'esprit des Français, c'est un mastodonte, c'est gigantesque, c'est presque impalpable. Et là, ils voient quelqu'un en chair et en os qui est chez Google. Ils voient des vraies personnes, ils voient un van qui est brandé aux couleurs de Google et en effet, il y a un effet de curiosité. Il y a un effet d'intérêt et c'est souvent en fait ce qui nous permet de déclencher des conversations. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller vers des publics qui n'osent pas toujours franchir les portes des centres de formation au numérique, qui n'osent pas toujours poser des questions. Mais le fait en effet de voir débarquer Google dans un village de 1500 habitants et qui va y passer la journée pour former les commerçants et les artisans, tout de suite ça suscite une forme de curiosité et ça provoque des discussions. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous faites parce que quand on discute de ce sujet de formation, on s'aperçoit qu'à l'école, là où devrait se faire la formation, elle n'a pas lieu. Les programmes scolaires aujourd'hui n'éduquent pas nos enfants à la manière dont on peut aller surfer sur Internet, à la manière dont on peut construire. Est-ce que vous dites il faudrait aussi implémenter dans les programmes scolaires, dès le plus jeune âge, des programmes qui permettent d'accompagner? Alors on parle beaucoup de codage, mais c'est très peu. Je pense que plus encore que des programmes d'appréhension de ces outils numériques, je pense qu'il y a plutôt chez les jeunes collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, des vrais enjeux de sensibilisation. Je pense qu'elle est plutôt là la bataille qu'on souhaite mener chez Google. Quand vous interrogez des collégiennes et des lycéennes, c'est une étude GenderScan qui a été menée l'année dernière, vous avez 7% des collégiennes qui disent « je me projette sur un métier du numérique ». Quand vous interrogez les garçons, c'est 30%. Donc il y a un vrai enjeu. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Comment vous l'expliquez? Vous êtes chez Google, vous êtes directrice d'un programme, vous le portez. Comment vous expliquez que les filles, les jeunes filles, et jusqu'aux écoles d'ingénieurs, n'osent pas, on va parler tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, n'osent pas aller dans ce secteur? Vous avez donné le mot au début, il y a un phénomène d'autocensure. En général, on est son premier frein. Je ne me projette pas sur ces métiers-là, j'y ai pas ma place, c'est réservé à un certain type de personnes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je pense qu'il y a un véritable enjeu aussi de rôle modèle. Comment est-ce qu'on donne de la visibilité à des parcours de femmes ou de personnes en situation de handicap qui ont eu des parcours un peu différents et qui ont réussi dans ces métiers-là? Si vous posez la question à des jeunes sur qui vous inspire dans les métiers de la tech, il y a fort à parier qu'ils vont vous citer des hommes connus, américains. Et il y a très peu de chances qu'on vous cite Grace Hopper ou des personnes ou des femmes comme ça qui ont une vraie influence sur l'informatique. Mais vous, Anne-Sophie Lebras, vous êtes une femme au sein d'une grande entreprise GAFA. Ça se passe bien? Parce qu'il y a la question aussi qui est posée par les jeunes filles qui vont rentrer en école d'ingénieur après Maths Sup, Maths Spé, c'est de se dire, c'est que des mecs, il y a un sociotype, ils ont la tête dans l'écran. Est-ce qu'il faut briser aussi ces clichés, aussi montrer une autre image de la tech et du numérique? Tout à fait, il faut les briser. Et puis, il faut vraiment mener une politique volontariste pour vraiment, justement, déconstruire ces croyances selon lesquelles le numérique, c'est pour un certain type de personnes. C'est pour ça que l'année dernière, on a décidé d'aller beaucoup plus loin sur les métiers de la tech et sur le sujet de la diversité dans les métiers de la tech. On a lancé un programme qui s'appelle Google Career Certificates. Très simplement, c'est 4 formations qui sont 100% en ligne et qui permettent de se former à distance à des métiers qui recrutent dans la tech. Mais plus important encore, c'est qu'on a décidé d'offrir 10 000 licences gratuites à des publics qu'on voit trop peu dans ces métiers-là. Et ces 10 000 licences, on va les distribuer avec ses partenaires associatifs, avec Pôle emploi, l'émission locale. Diversidays, qui vient souvent sur notre plateau d'ailleurs. Et pour donner aussi accès à ces jeunes des quartiers prioritaires. Parce que là aussi, il y a des enjeux aussi d'emploi et de création d'emplois. Merci Anne-Sophie Lebras d'être venue nous rendre visite. Une femme chez Google, dans le numérique, et qui porte ce programme avec toutes ses équipes, on l'aura bien compris. Donc si vous voyez passer ce petit camion Google, c'est des vrais camions. Et ils sont là pour vous accompagner. Merci de nous avoir rendu visite en charge des programmes ateliers numériques chez Google. On tourne une page et on parle des entreprises qui s'engagent. Tiens, d'ailleurs, peut-être qu'un jour vous viendrez. Je ne sais pas si vous êtes membre de la communauté des entreprises qui s'engagent. Entreprise est une communauté passionnante et on accueille son directeur général. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine et l'occasion de faire un bilan de cette communauté d'entreprises. Ces entreprises qui viennent sur notre plateau chaque semaine pour nous expliquer leurs engagements, leurs actions concrètes. Et on va faire justement le bilan avec Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Les entreprises s'engagent. D'abord, un petit mot d'étape, parce qu'il faut quand même rappeler que cette communauté grossit. Quand Thibaut Guilluy vient régulièrement, le chiffre n'est jamais bon parce que vous grossissez. Combien de membres, là, aujourd'hui, à date ? Aujourd'hui, c'est 70 000 entreprises qui sont mobilisées dans la communauté à travers les 101 clubs départementaux. Les entreprises s'engagent à l'échelle des territoires et 70 000 notamment particulièrement mobilisées sur le sujet de la jeunesse. Alors la jeunesse, parlons-en un petit peu parce que la jeunesse nous renvoie à cette volonté, c'était en juillet 2018,
conduite d'Emmanuel Macron de dynamiser cette communauté. Un jeune, une solution, on en avait beaucoup parlé, la jeunesse. Évidemment, ce sont les apprentissages, ce sont les entreprises qui ont ouvert grand les bras. C'est de ça dont il est question. Exactement. Nous, notre enjeu, c'est de mobiliser un maximum d'entreprises sur finalement l'idée originelle de la communauté Les entreprises s'engagent. Quand le président, en juillet 2018, a lancé l'initiative, c'était déjà autour des sujets d'égalité des chances, d'emploi des jeunes. Il s'avère que le plan Un jeune, une solution a été un moment de vérité, de co-construction entre l'État et les entreprises pour faire passer à l'échelle un certain nombre de dispositifs. Alors, en effet, et un carton. Ça a été le cas de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est à plus de 800 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés sur 2022. Ça représente plus de 14% par rapport à l'année précédente. Et globalement, un contrat d'apprentissage qui se démocratise aussi à l'échelle des PME. Il y a 8 entreprises sur 10 qui accueillent ces jeunes qui sont des petites entreprises. Ça, c'est très important pour nous. Et puis surtout, la possibilité pour ces entreprises, dans des moments où justement les métiers, les secteurs, l'économie est en tension, d'attirer des talents pour les former. Et on le voit que ça marche, puisque 2 jeunes sur 3, finalement, sont à l'emploi après 6 mois de contrat d'apprentissage. Ouais, qui est une excellente formule d'ailleurs. Hein. On apprend un peu à l'école et puis on apprend aussi très concrètement un métier. 837 000, c'est la source ministère du Travail, contrat d'apprentissage conclu. C'est une augmentation de 14%. Vous l'évoquiez. Et avec un chiffre qui est très très encourageant lui aussi, c'est une augmentation de plus 21% de contrats d'apprentissage de personnes, de jeunes en situation de handicap. Ça, c'est un outil, un levier d'inclusion incroyable. Exactement, c'est même pour nous le sujet de l'insertion professionnelle, le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est l'incarnation parfaite justement de la société inclusive dont on rêve. C'est pour ça que les entreprises s'engagent aussi, se mobilisent sur ce sujet. Mais là, on voit que l'apprentissage nous permet de progresser dès le plus jeune âge et de changer les consciences très très tôt dans les carrières professionnelles. Toutes les entreprises qui viennent sur notre plateau, je leur pose toujours une question très rituelle et vous l'observez aussi. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans cette communauté et qu'est-ce que cela vous apporte? Et les réponses sont souvent assez intéressantes. Soit elles ont une initiative qu'elles ont envie de développer et de faire connaître au plus grand nombre, ou inversement, elles s'immergent parce qu'elles ont envie de se nourrir de ce réseau. C'est ça, finalement, l'enjeu de cette communauté des entreprises qui s'engagent? Exactement. Nous notre offre de valeur, elle se base vraiment sur les attentes des entreprises. Donc, en effet, il y a des grands défis, la jeunesse, les seniors, l'inclusion, la transition écologique. Et après, il y a des actions qui sont vraiment basées sur le besoin de chacun. Les faire dialoguer, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un dirigeant pour encourager un autre dirigeant à bien faire les choses. Ça, c'est du mentorat aussi, en quelque sorte. Donc, à travers les clubs départementaux, leur permettre de passer à l'action de la manière la plus simple possible. Et c'est là que la plateforme Les entreprises-s'engagent.gouv.fr est essentielle. Ça permet vraiment sur tout un panel de dispositifs de très simplement pouvoir s'engager et puis valoriser. C'est ce que vous faites chaque semaine, en effet, dans cette rubrique. C'est de mettre en avant les entreprises les plus engagées pour encourager d'autres à le faire à leur tour. Directeur général de cette institution et de cette association, c'est quoi le programme là? Parce qu'un directeur, évidemment, il se projette, vous êtes en train déjà de vous projeter, il y a cette convention avec le collectif Mentorat, on l'a évoqué. C'est quoi les grands enjeux là? C'est quoi les grandes étapes et les grands enjeux qui vous attendent? Mais déjà, là, on était sur 3 mois de mobilisation très intense au sujet justement des jeunes et on veut muscler sur cette partie-là les dispositifs qui sont déjà en place avec notamment des choses nouvelles sur notamment le lien école-entreprise parce que l'apprentissage, c'est un fil qu'on peut tirer très très loin et on sait qu'on doit réconcilier des cultures, des langages entre l'école et l'entreprise pour faire en sorte que les jeunes soient préparés dès le plus jeune âge à ces entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de booster avec des dispositifs très précis de découverte des métiers, le dispositif du professeur associé. Aller voir physiquement. Exactement. Ouais. Le défi aussi du contrat d'engagement jeune, parce qu'une fois qu'on s'est intéressé à un maximum de jeunes, c'est comment on va accompagner plus spécifiquement les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Ça, c'est le sens du contrat d'engagement. Par le réseau des missions locales notamment, de Pôle emploi. Pôle emploi. Ceux qu'on appelait, de manière impropre, j'aime pas ce mot, mais les NEET. Ces jeunes exactement. Qui avaient décroché sans diplôme et un peu perdus. Exactement. Et ça, c'est un défi central, c'est ne laisser aucun jeune sur le bord de la route, qui est notre credo depuis le départ. Puis après, c'est d'élargir aussi le prisme des engagements pour toutes les entreprises qui veulent s'y engager. Les 3 mois qui viennent là, seront vraiment dédiés aux enjeux du recruter
autrement. Bien sûr, ça s'inscrit aussi dans une configuration où le commissaire Thibaut Guilluy est en train de préfigurer ce qu'il adviendra de France Travail. Donc comment on encourage les entreprises à aller vers tous ces publics et faire de chaque vivier de talent justement une opportunité durable pour l'entreprise, pour le secteur d'activité. Et nous, on a une conviction, c'est que derrière chaque recrutement, aujourd'hui, dans la configuration actuelle, se cache un engagement citoyen profond de l'entreprise. Merci pour ce beau message, Sylvain Raymond. Directeur général des entreprises s'engage. Une communauté de 60 000 et qui va grossir. 70 000. Allez sur la plateforme. Rappelez-nous Les entreprises-s'engage.gouv.fr. C'est facile. Il suffit d'aller sur votre moteur de recherche pour ne pas citer la marque et vous trouverez très facilement toutes les informations de ce très beau réseau. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans revenir, évidemment, Sylvain Raymond. Puis on accueillera régulièrement sur ce plateau les entreprises qui s'engage. Merci à vous. On fait une courte pause. On va s'intéresser alors à un sujet sociologique, psychologique, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est une espèce de sensation de ne pas oser et qui d'ailleurs fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur ces jeunes qui parfois ont beaucoup de talent et de potentiel mais qui n'osent pas. Il y a des barrières sociales, culturelles. Comment faire pour briser ce syndrome de l'imposteur? On va en parler avec des experts. C'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job juste après la pause. Le Cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien pour parler d'un sujet dont vous avez peut-être lu dans la presse l'expression le syndrome de l'imposteur. J'ai presque envie de rajouter de l'imposteuse parce que ça touche aussi beaucoup les femmes, espèce de sentiment de ne pas être légitime pour accéder ou tout simplement prendre un poste en interne. Qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que ça permet de ne pas faire ou de faire d'ailleurs? On en parle avec mes invités. Nicole Degbaud, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes à la tête de la Cabric. C'est ça. Recrutez-vous la jungle de l'emploi de A à Z, la Cabric édition. Et puis vous m'avez rajouté ce joli livre, Paul Bloom, le juste équilibre entre plaisir et souffrance, avec 2 smileys qui s'imbriquent les uns aux autres. Merci d'être là. Jean Pralon, ravi de vous accueillir, responsable de la chaire RH à l'EM Normandie. Et vous avez sous votre bras une étude passionnante. On développera la théorie du fit. C'est bien cela. Et on commentera quelques chiffres de votre étude. Est-ce qu'on est dans un domaine de la sociologie, de la psychologie, quand on évoque le syndrome de l'imposteur? Qui veut répondre? Parce qu'on définisse déjà ce terme et qu'on essaie de comprendre quelle est sa source, je dirais même. C'est un mélange de différentes choses. C'est d'abord socioculturel et ensuite ça peut devenir cognitif. Donc c'est l'étape supérieure là. Oui. C'est-à-dire quand ça devient vraiment paralysant, de manière structurante et systématique. Et gênante. Exactement. On ne parle pas de pathologie parce que ce n'est pas défini comme tel. Donc il y a des signes extrêmement forts qui peuvent être handicapants tout au long d'une vie. C'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on parle de la notion de chance tout à l'heure. Vous l'évoquez, et de déterminisme social. Tout à fait. Parce qu'on va y venir. Il y a aussi un enjeu géographique, territorial. Oui. On le voit chez les jeunes des quartiers notamment qui disent mais c'est pas pour moi. Et ça touche tout le monde. Finalement, quel que soit le statut. Ouais, Jean Pralon, juste, on est tous touchés un jour dans notre vie, sans être touchés par les dangers cognitifs, mais on est tous un jour ou l'autre. On a tous été traversés par le syndrome de l'imposteur. Forcément, c'est même la base du recrutement. Oui. Quand on prend un poste, on ne le connaît pas, et le seul qui pourrait le tenir efficacement, c'est celui qui vient de le quitter en général. Et donc on est tous confrontés à des expériences nouvelles pour lesquelles on n'est pas forcément très compétent ou ultra compétent. Sauf que ceux qui ont une confiance en eux, et qui se sentent à l'aise, et qui ne psychologisent pas trop ce problème-là, vont prendre le job et puis vont apprendre à faire. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui vont se sentir moins à l'aise, et qui, pour des raisons qu'ils vont s'auto-attribuer, ils vont se voir moins compétents ou moins capables d'eux, alors que très souvent ça vient de leurs origines sociales évidemment, ils vont se sentir moins à l'aise et ils vont s'attribuer la difficulté alors qu'elle revient en général à l'école plutôt sociale. Alors 70% des personnes dans le monde souffrent, le mot me semble un peu fort, même si parce que ce n'est pas une maladie déterminée dans une nomenclature, mais souffrent du syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie, juste pour corroborer l'idée qu'un jour ou l'autre, on s'est dit, globalement c'est une sensation, ça m'est arrivé, ça a dû vous arriver, une sensation de vertige, de dire mais je ne vais pas être capable, et vous dites, c'est un peu de la psychologie, il y a ceux qui ont confiance, ceux qui n'en ont pas confiance, on est d'accord? Oui. On va la chercher où la confiance? C'est la famille,
c'est les parents, Les compétences. les compétences. La Alors, rationalisation. Alors c'est effectivement les compétences, mais ça, on a déjà parlé de ça ensemble tous les deux. C'est très souvent les candidats ne savent pas quelles sont leurs compétences. Oui. Et donc le recruteur, c'est quelqu'un qui va révéler à quelqu'un ses vraies compétences qu'il ne connaît pas. Être candidat n'est pas un métier. Donc il y a ça. Et puis après, il y a l'origine sociale qui fait qu'on est plutôt porté par un environnement qui a accompagné, favorisé, qui a donné un sentiment de cohérence et un sentiment aussi parfois de domination un peu sociale. Hein, c'est ça aussi. Mais Donc, Il y a la vision de soi aussi. Et de ne Ça pas être minoritaire. Parfois, on peut avoir conscience objectivement de ses compétences, mais pour autant avoir un sentiment perpétuel en fait d'infériorité. Moi, j'avais cette conversation avec une de mes clientes hier. c'est très social ce que vous écrivez. C'est très. C'est pas que très social. Là, par exemple, hier, j'avais cette conversation avec une dirigeante qui a tout pour elle, absolument, elle est brillante, elle est même HPI. Et donc là, elle a le choix entre 2 opportunités magnifiques. Et elle était en train de se liquéfier en disant « je ne vais pas y arriver ». Et je ne comprenais pas. Et donc j'ai essayé de rationaliser avec elle pour comprendre. Et elle n'arrivait pas, en réalité, à verbaliser ce qui la terrifiait. Elle se disait « je ne vais pas être à la hauteur, mais pourquoi ça m'arrive ?» Définir ses peurs, oui. Exactement. Pourquoi ça m'arrive ? C'est la première fois que j'ai autant de chance, c'est la première fois que j'ai autant de choix d'aussi bonne qualité, mais c'est trop pour moi, je ne me sens pas légitime, j'ai peur. Et si jamais je gagnais et que j'échouais ? Mais il faut déjà gagner les postes. Voilà. Et donc, comment candidater sans se saboter ? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes qui se sabotent. C'est intéressant ce que vous évoquez parce qu'effectivement, ça renvoie aussi le syndrome de l'imposteur à l'idée de l'échec. C'est l'idée que potentiellement je peux échouer. Reconnaissons que quand on a quelqu'un de ce type, on a tous eu devant nous des gens de ce profil, on se tape un peu la tête contre les murs. C'est ce que vous dites. Moi, j'essaie de rationaliser, j'essaie de rendre les choses. On va parler de la fameuse de FI portée par votre étude, mais quel mot vous avez mis là pour être très concret, pour aller au bout de l'histoire ? Quel mot vous mettez pour essayer de rationaliser ? On a fait 2 choses. Comme on travaille ensemble depuis 2 ans, et qu'elle a subi, entre guillemets, un certain nombre de tests qui ont permis d'objectiver, y compris un 360, qui lui permet d'avoir le retour en termes d'image de son entourage professionnel proche. Donc j'ai remis des mots sur les qualités essentielles qui lui étaient reconnues. J'ai fait le lien avec les qualités demandées par le poste. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle pensait être en défaillance. Elle l'était finalement sur quasiment aucun des éléments. Et ensuite, je l'ai obligée à reconnaître verbalement, en fait. Non, à affronter la candidature. Et j'ai fait quelque chose qui l'a aidée. Je lui ai fait sa lettre de motivation. Et donc, je lui ai rédigé la plaidoirie de ce qu'elle est. Et quand je lui ai lu, elle m'a dit « Ah oui, c'est vrai, je suis ça ». Mais elle n'arrivait pas à y croire. Parce que vous l'aviez mis à l'extérieur. Encore une fois, je l'ai c'est mis à très psy, distance. tout ça. Vous avez mis à distance et c'est seulement dans une mise à distance que l'on peut découvrir finalement ses compétences. Voilà. L'idée de... mais elle m'a quand même dit, est-ce que je vais pouvoir assumer en face de mes interlocuteurs que je suis ça ? Oui, là, on frôle Freud quand même. Hein. On est tout près de Freud. L'idée de FI, c'est quoi concrètement ? Parce que l'idée de l'EM et de vos études, là aussi, c'est d'objectiver, de rationaliser, c'est de comprendre. Comment est née cette étude ? On travaille sur le marché du travail, donc on essaie de comprendre les régulations du marché du travail. On est confronté à une pénurie de candidats, c'est un propos assez régulier. Et l'argument qui est invoqué, c'est que finalement les gens ne postulent pas parce qu'ils sont devenus exigeants par rapport au poste. Oui, ça c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Donc, l'hypothèse du fit, c'est je lis une offre, elle me convient, je postule, mais comme je suis très exigeant, je postule peu. Et en disant ça, on oublie très souvent que le recrutement, c'est un processus avec des acteurs, des méthodes, des démarches. Et si on se contente de dire que les candidats ne postulent pas parce que les offres ne leur plaisent pas, on escamote la perception du processus, les mécanismes de sélection des recruteurs, et on escamote toute la perception que peut avoir un candidat de ça. Et pour regarder ce truc-là, on s'est dit, mais on va prendre des candidats compétents, on les confronte à des annonces qui leur conviendraient, des vraies annonces, on ne sait pas en laboratoire, c'est des vraies annonces, et on va voir combien de candidats compétents pouvant réellement être performants dans ce poste-là. C'est un vrai test, grandeur nature. Absolument, c'était des vraies annonces. Donc des candidats compétents, qu'on a vérifiés comme étant compétents, on les met devant des annonces qui leur correspondent parfaitement, et on voit combien postulent. La réponse est 46%. Oui, c'est ça, c'est ce que... 46%. Et donc il y en a 52 qui ne cliquent pas, qui disent non. Exactement. Et la raison, évidemment, on dit pourquoi après. Et la raison, c'est, je pense que je n'aurai pas de chance parce qu'on va préférer quelqu'un de meilleur que moi. Et l'hypothèse un peu flippante, c'est de se dire, mais
tout le monde se dit La il y même a chose. forcément quelqu'un de plus compétent que moi. Oui. Et on peut le référer à plein de choses, aux discriminations anticipées. Il y a des gens qui se disent il y a quelqu'un de plus, de plus conforme à la norme que moi, de plus beau que moi socialement, si on veut. Voilà. Mais il y a aussi cette idée quand même que le recrutement, c'est une sorte de concours très bizarre où on ne connaît pas les compétiteurs, on ne connaît pas l'arbitre, on ne connaît pas très bien la règle du jeu, et on connaît à peine le lot qu'on peut gagner. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un lauréat à la fin. C'est exactement et cette ça. espèce de zone de flou très compliquée fait que finalement, tout le monde se dit mais à quoi je joue là concrètement? Et il y a forcément quelqu'un qui se dit mais Et comment je dois le jouer? et comment je joue, voilà. Ouais. Et qui est en face, hein, le marathon, le rugby comme on veut, on sait qui est en face. Il y a Là, des on sait règles. pas. Là, on ne sait pas. Et donc, cette espèce de zone de flou, qui est très anxiogène quand même, ça confronte à des émotions négatives, et c'est en fait anticiper ça, anticiper l'émotion négative de la réponse négative, qui fait que beaucoup se disent mais je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, parce que je sais déjà qu'au fond, j'ai une petite chance de gagner, mais j'ai beaucoup de chances de me faire avoir. Là, vous en faites un diagnostic. Seulement 46% des personnes ont choisi de s'inscrire. Et on a quelques éléments qui peuvent corroborer, d'ailleurs, ce dont vous vouliez parler tout à l'heure, Nicole. Autocensure dans la recherche d'emploi, 81,1% de chances d'être choisi, jugé trop faible. 11,3%, affinité trop faible avec l'entreprise, ça c'est les arguments. Et 7,6%, affinité trop faible avec le poste. Qui sont des éléments qui... Mais le premier en tête, c'est parce que je me juge trop faible. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est d'identifier parmi ceux qui postulent parce qu'ils sont accompagnés par un cabinet de chasse de tête. Alors, ceux-là, c'est ceux qui étaient... On les avait choisis. C'est un peu la béquille voilà. qui les tient droit, quoi. Exactement. Qui leur donne de la force, de la confiance, et qui fait une partie du job. Parce qu'un bon chasseur, il plaide avant le candidat. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il faut le rappeler. Il ouvre la porte. Il présente un dossier valorisant qui est une forme de courte échelle le bon psychologique. Chasseur, il va révéler les compétences d'un candidat qui ne les connaît pas lui-même. Il va être un peu son agent, comme l'agent pour l'artiste. C'est exactement ça. Il va en faire la promotion. C'est comme un agent. Et je répète, c'est un peu mon leitmotiv en ce moment, être candidat n'est pas un métier. Donc être bon devant un recruteur, c'est pas un métier. Le métier du candidat, c'est son métier de base, quoi. Et être bon devant un recruteur, c'est pas un métier. Mais d'ailleurs, autorisez-moi, donc, mais Jean et Nicole, mais il y a un vrai débat de malentendu de recrutement. C'est-à-dire qu'on peut recruter le plus grand fanfaron qui fait la meilleure vente et qui a une espèce d'énergie, de charisme et qui, pour le coup, va cocher toutes les cases. Et puis, une fois arrivé dans le poste, il n'y aura pas d'effet waouh, quoi. On va se faire waouh à l'envers. On va dire ah ouais, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Donc on est un peu dans le phénomène inversé de l'imposteur. C'est l'histoire de Steve Jobs et du type de PepsiCo. Exactement. Qui était flamboyant chez PepsiCo et qui a failli démolir Apple. Exactement, qui est On n'est pas venu bon chez Apple. partout. Mais vous, cette discrimination, parce que c'est une forme de discrimination qu'on s'inflige à soi-même. Tout à fait. C'est-à-dire, C'est le cumul très souvent. on cumule l'idée que, voilà, je suis pas dans le bon quartier, j'ai pas la bonne couleur de peau, je suis pas au bon endroit. Moi, c'est pas pour moi. Ou je n'ai pas le bon genre. Ou j'ai pas le bon genre. Ou mes parents m'ont pas suffisamment valorisé, je ne sais pas ce que je vaux, je ne m'aime pas, j'ai une mauvaise estime de moi. Ça touche tous les milieux, soyons clairs. Mais alors, Les hommes comme les femmes, mais plus souvent les femmes. on est un petit peu aux trois quarts de l'émission. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on Ouais. a défini, je dirais que ça pouvait toucher tout le monde, en particulier des femmes, Ouais. mais aussi des jeunes venus des quartiers, ou pas forcément des jeunes. Qu'est-ce qu'on met comme contre-mesure? Est-ce qu'on invente une autre manière de recruter pour faire émerger les vrais talents, et pas uniquement ceux qui ont confiance le jour de l'entretien? Jean? Alors, je dis trois choses là-dessus. La première, c'est qu'il faut que le travail soit au centre du recrutement. On y met autre chose aujourd'hui. On y met des marques employeurs, on y met des marques commerciales pour les entreprises, mais on ne met pas au centre des annonces et de la démarche de recrutement le métier, la compétence opérationnelle. Donc retour au hard skill aux dépens du soft skills. Alors peut-être pas complètement, mais au moins se dire que le candidat doit pouvoir projeter dans une annonce, par exemple, ce qu'il va faire vraiment. Donc plus concret, les annonces, Ouais. quoi. Et c'est à la fois vrai pour lui permettre de comprendre s'il est bon ou pas, ce qu'il a déjà fait ou pas, mais aussi pour le rassurer sur ce qu'il pourra faire dans cette entreprise-là. Si on veut attirer des candidats, il faut aussi leur présenter comment ils vont pouvoir travailler et Bien utiliser sûr. leurs compétences. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, enfin, évaluer des compétences et pas autre chose. Les évaluer pour les révéler aux candidats qui ne se connaissent pas bien, donc qui ont besoin d'être rassurés, et puis aussi arrêter de regarder les parcours, parce que la principale forme de discrimination dans le vrai. cadre du recrutement, C'est- c'est qu'on étudie des parcours Ouais. et pas des compétences. C'est vrai. Et là, on peut vraiment regarder des gens qui ont fait plein de choses
et qui du coup ont acquis plein de compétences. Il y a des trous. Mais qui ont des trous, qui ont eu du chômage, et qu'on va interpréter comme des gens un peu girouettes. Le recruteur, il n'aime pas les trous. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il a changé? Et donc celui-ci, hop, et on préfère le beau CV bien linéaire, qui donne l'impression qu'on est rassuré quand on le recrute. C'est ça un peu l'idée. Précisément parce que monsieur parle de parcours. Moi, je parle d'histoire. Ça n'est pas la même chose. Quel est le fil directeur qui va faire qu'une personne va avoir cette histoire professionnelle? Moi, c'est ça que je regarde, que je regardais notamment quand je faisais de la chasse de tête, mais toujours aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes à se positionner sur des projets plus ambitieux, on tire le fil de l'histoire, mais on regarde beaucoup le potentiel, parce que le potentiel est extrêmement important. Moi, Le potentiel, c'est la potentialité qu'on peut avoir de progresser encore et d'apporter à la boîte. Oui, et pour moi, il y a un hiatus avec le recrutement, c'est que beaucoup de recruteurs vont aller chercher des personnes qui savent déjà faire ce pourquoi elles expriment un besoin. Je comprends bien. Mais le succès, on se rassure, quoi. Le succès d'un recrutement, c'est d'aller chercher quelqu'un qui pourrait le faire bien. Parce que recruter quelqu'un qui sait déjà le faire, c'est pas terrible. Qu'est-ce que la personne va apprendre? Bien sûr qu'elle va apprendre quelques éléments. Elle va gagner 15% de plus sur son salaire, voilà. ou 20. Oui. Un peu là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle va apprendre vraiment? Le mieux, le plus intéressant, c'est la potentialité. Les anglo-saxons font beaucoup ça. C'est de se dire, tu peux faire le job, prends-le et montre-moi ce que tu sais faire. C'est vrai. Ce que vous décrivez là, c'est très vrai pour les cadres. Oui. C'est très vrai pour les cadres. C'est vrai. C'est beaucoup moins vrai pour des gens de qualification plus métier manuel, métier posté. Mais qui vont trouver... Et qui vont trouver, ça c'est important de se le dire, qui vont trouver de l'intérêt dans des métiers que nous, ici, cadres, très diplômés, avec plein d'études, on pourrait trouver moins intéressants. On a du mal, nous, cadres, à porter un regard sur les métiers manuels, les métiers de la production, parce qu'on va se dire que c'est répétitif, c'est routinier, c'est des métiers dont on imagine que les gens sont arrivés là, par l'échelle. Honnêtement, sur lequel certains peuvent porter un peu de mépris. Exactement. Et ce n'est pas tout à fait vrai de celui qui vit de l'intérieur ce métier. Oui, il y a un amour de son métier. Voilà, c'est ça. Oui, mais on ne valorise pas suffisamment les loisirs aussi. Parce qu'il y a, par exemple, si on prend le métier de couturière, on cherche des couturières dans différents contextes. Là, on s'éloigne du syndrome de l'imposteuse parce que... oui, mais une couturière qui n'est pas couturière de son métier, elle ne postulera pas. Exact. Alors que, ça se trouve, c'est une magnifique couturière. Alors que ça fait 12 ans ou 20 ans qu'elle fait de la couture. Voilà. Mais excusez-moi... Moi, ma mère était très bonne là-dedans. Et elle aurait pu en faire un métier. Mais ça ne règle pas un sujet qui est, on est en train d'industrialiser, de massifier, de numériser les recrutements. Et tous les sujets dont on parle sont des sujets qui sont dans du grain très très fin de compréhension. Et de compréhension. Et que la machine, je dirais, n'est peut-être pas capable d'appréhender. On remet de l'humain dans le processus de recrutement, on remet du temps d'écoute. Comment on fait pour essayer d'avoir ce niveau de grain que vous évoquez sur le plateau? Je crois que les différences de besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des individus, c'est ceux que vous citiez, qui ont des besoins de stimulation intellectuelle, sur l'innovation, la nouveauté, des problèmes complexes, etc. Et c'est aussi ce qu'on attend principalement de plein de cadres qui sont capables de renouveler les sujets. Et des dirigeants très souvent. Et puis il y a plein de métiers, il y a plein de candidats qui ont une perception du travail bien fait, qui est dans les détails de leur métier quotidien. Ce que vous évoquiez sur le travail manuel, voilà. Une pièce bien rendue. Et je crois que la question du travail bien fait prend plein de formulations différentes. Pour les uns, c'est innover, réinventer, reformuler, etc. Ça, c'est l'image des cadres et peut-être même des dirigeants, pas des cadres en général. Et puis, il y a beaucoup de salariés, beaucoup de gens, ici peut-être ici, qui se disent, mais moi, mon travail bien fait, ma satisfaction le soir quand je rentre chez moi, c'est ce que j'ai bien fait. J'ai fait des choses bien, pas forcément des choses innovantes. J'ai pas réinventé la machine, j'ai juste fait mon travail bien. Mais c'est la fable du casseur de pierre. C'est vrai. Il y a 3 niveaux. Mais avant de nous quitter, quand même, vous qui vous intéressez à cette question du syndrome de l'imposteur, parce que votre étude, vous en tirez des fils. 52% n'y viennent pas pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce que je me juge trop faible. Quelles sont les contre-mesures que vous apportez à vos clients ou à ceux qui viennent regarder votre étude en disant vous en avez raté 52 Sur cette annonce, il y a 52 et qui étaient peut-être parmi des talents. C'est quoi la contre-mesure? S'il y a un sujet principal, c'est l'évaluation objective des compétences. Voilà. C'est ça. Mettre au cœur du processus. C'est ça pour vous le cœur? Arrêter de regarder des parcours, parce qu'au finalement on s'en fout un peu de ce qu'ont fait les gens il y a 5 ou 10 ans, de leur période de chômage on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est regarder des compétences, les mesurer, avoir un regard de tiers de confiance, le recruteur qui n'est pas au service ni de l'entreprise, ni plus de l'entreprise, ni du candidat. Il est neutre, il est des deux côtés. Révéler les uns aux autres, et puis permettre une prise de conscience des compétences qui soit juste, efficace et qui soit surtout objective. Et Nicole Degbaud, un dernier mot. Pour moi, il y a 2 pieds. Il y a ce que peut faire l'individu pour lui-même.
Ce que peut faire l'entourage professionnel de l'individu, et donc, par exemple, faire du feedback, c'est extrêmement important. Le feedback est très très mal fait en France. C'est vrai. C'est un énorme sujet. C'est un élément d'encouragement, de valorisation Exactement. du travail. Et puis, je mets le curseur de là où je suis et là où on me perçoit. Et donc, forcément, ça donne du courage, ça donne de la confiance. Il y a ça, et ensuite, il y a le travail qu'un individu va faire pour apprendre à se connaître. C'est fondamental. Mais on le dit. revient. Voilà. On voit que c'est un débat, le syndrome de l'imposteur, qui est très psychologique sur Apprendre à se regarde-toi tel que tu es. Voilà. En revanche, on n'a pas du tout évoqué celui. Alors, il y a ceux qui se dévalorisent et qui ont des problèmes de confiance, c'est toute l'émission. Mais il y a tous ceux qui se survendent aussi, non ? Oui. Il y a aussi ce cas de figure. Il y a les compétents conscients et les compétents inconscients. Il y a les incompétents conscients et les incompétents inconscients. D'accord. On a des proportions de ça, entre guillemets, du bug dans des grosses boîtes où on se dit, je me suis totalement fourvoyé avec celui-ci. Il m'a vendu des glaces dans le désert et en fait, ça ne tient pas la route. Ouais. On refait régulièrement la même étude, hein. Nous, dans nos fonds de commerce de data, on regarde quels sont les gens qui bougent beaucoup et ce qu'ils deviennent. Et la première sortie qu'on avait faite là-dessus, il y a 10 ans à peu près, c'était bouger n'est pas jouer. On disait bouger n'est pas jouer, C'est vrai. et notamment parce que plus on bouge, plus on apprend à bouger. Plus on bouge, plus on passe devant un recruteur, plus on apprend à parler à un recruteur, Et plus être candidat devient un métier. C'est ça. Donc plus on est capable de gérer ce type d'entretien, et y compris jusqu'à satisfaire le besoin du recruteur comme une sorte de réflexe un peu automatique, sans s'interroger vraiment sur est-ce que ce poste est pour moi ou pas, est-ce que je vais être bien ou pas. Ça devient comme un jeu. Ouais, c'est ça. Ça devient comme un jeu et donc Alors on moi, je bouge. relativise, c'est-à-dire que les spécialistes de la promotion personnelle, il y en a plein, mais un bon recruteur, il le distingue, il voit. Un bon recruteur, de toute façon, il ne s'intéresse pas au CV. Un bon recruteur, il s'intéresse à l'histoire, il s'intéresse au potentiel, il s'intéresse à l'adéquation post-profil. Et malheureusement, il y a de moins en moins de bons recruteurs. Ouais, le ressenti, il y a peut-être des petits malins qui arrivent à passer entre les gouttes, quoi. Il y en a toujours, mais dès que vous mettez, par exemple, un inventaire de personnalité pour départager des candidats, la messe s'équilibre. D'accord, la messe est dite, pour ne Ah pas oui. dire que la messe Oui, est dite. oui, moi, il m'est arrivé d'être subjugué par des candidats, précisément parce qu'ils étaient extrêmement bons. Ils passent à l'inventaire de personnalité, finalement, je le suis beaucoup moins. Et des candidats, on se disait, il est pas Pour mal. vous, c'est fiable. Vous appuyez Ça sur... dépend des outils. Non, mais parce que je m'autorise, c'est qu'il y a aussi la fiabilité Ça des dépend outils. des outils. Voilà. Là, c'est très important. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et croyez, et comme comment dit le film. provoquer votre chance? Comment Ayez provoquer votre confiance. Ayez confiance. Je cherchais la formule. Ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Ouais. Merci à vous de nous avoir éclairé. L'outil, enfin, en tout cas cet outil EM Normandie, cette étude FI, la proximité, l'adéquation, à découvrir à l'EM Normandie, qui est un outil très intéressant et une étude intéressante. Merci Jean Pralon, responsable de la chaire RH à l'EM Normandie. Et merci à Nicole Degbeau, CEO de l'Acabric. Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z, et vous accompagnez, on l'aura compris. Vous êtes finalement l'agent ou la béquille de ceux qui n'osent pas et vous les portez pour aller plus loin. Plus globalement, en réalité, j'essaye de faire deux choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer l'écosystème du travail. Donc, comment est-ce qu'on apprend aux entreprises à avoir des modèles équilibrés entre l'économie et De le ce social, côté-là, voilà, mais comment on apprend également aux gens, aux humains. voilà, à créer leur chance Merci. et à ne pas se gâcher. Merci à vous deux d'être venus nous rendre visite. On va rester dans Fenêtre sur l'emploi, sur le recrutement et sur là aussi un baromètre avec l'idée que pour peut-être attirer, il faut peut-être supprimer les périodes d'essai. Ça, c'est un autre sujet qui motive les collaborateurs et on en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui avec cette formulation très philosophique, plier pour mieux recruter, et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence, vous nous Bonjour parlez cette fois-ci de vos bureaux qui se trouvent à Annecy, là où vous avez installé Solinsky, votre entreprise. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un phénomène assez intéressant que vous constatez, qui est l'idée à travers un baromètre d'ailleurs, il y a quand même les offres d'emploi évoluent à l'avantage des candidats. C'est-à-dire, en un mot, les candidats, pour le dire simplement, je ne sais pas si ça va durer, mais ils ont pris la main en tout cas. Et oui, exactement, tout à fait. On a vu ça. On a en effet analysé plus de 4000 offres entre 2022 et 2023 et de façon à pouvoir vraiment évaluer de manière très concrète ces évolutions contractuelles aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que, alors attention sur les fonctions pénuriques, mais de façon à attirer les candidats, les entreprises aujourd'hui sont prêtes à vraiment faire évoluer leur contrat sur la suppression de certaines clauses, notamment pour donner plus de flexibilité. Et
et se rendre plus attractives auprès de leurs talents. Clémence, un des éléments qui est très intéressant, c'est la suppression de la période d'essai. Parce que souvent, le salarié se dit, bon, en général, j'ai une période d'essai, souvent doublée, prolongée, qui fait que 6 mois, pendant 6 mois, l'entreprise vous teste. C'est quoi l'intérêt là, de supprimer la période d'essai? On la voit pour le candidat, mais c'est quoi pour l'entreprise l'intérêt? C'est justement de pouvoir, alors nous, en effet, on nous le demande souvent en tant que cabinet de recrutement, d'attirer des talents pénuriques et du coup de faire ce qu'on appelle de la chasse. Et pour ça, quand on va aller chercher quelqu'un qui est en poste, le fait de ne pas avoir de période d'essai va à la fois montrer de la confiance, déjà, en premier lieu, et ensuite rassurer le candidat. Alors, on recrute aussi des candidats qui peuvent être, par exemple, sur Paris pour les amener en province ou vice-versa. Et quand on supprime une période d'essai, on a tout de suite accès au logement, accès à des crédits, etc. Donc aussi être rassuré de ce point de vue-là. Donc, ce qui veut bien dire, effectivement, que le candidat a pris la main. L'entreprise, effectivement, est un peu piégée. Elle a besoin de ce collaborateur et elle doit lui donner quelques éléments pour le rassurer. Le télétravail, là aussi, dans votre étude, c'est assez intéressant parce que là aussi, on voit qu'il y a une sorte de deal. C'est-à-dire que les entreprises qui ne peuvent pas offrir télétravail, elles sont obligées de compenser. Ce serait bien ça, l'idée ? Exactement, en effet. Alors, le télétravail, clairement, et vous le savez, et ça, on l'a vu aussi au travers de notre étude, de plus en plus proposé par les employeurs. Cependant, pas sur tous les postes. Il faut savoir que sur des postes, par exemple, de technicien de maintenance, sur des lignes de production, le télétravail est un petit peu compliqué dans ces conditions-là. Mais en contrepartie, du coup, ce qu'on va retrouver, justement, c'est d'autres propositions, par exemple, de mettre en place plus de souplesse, l'aménagement du temps de travail, par exemple, sur une journée, enfin une semaine de 4 jours, une semaine de 4 jours, ou encore par exemple sur tout ce qui va être lever les clauses d'exclusivité, par exemple. Une dernière question avant de nous quitter, en un mot, parce que ça aussi, c'est l'évolution du future of work, comme on le dit comme ça pompeusement. Vous y voyez aussi quand même la volonté de faire évoluer la flexibilité des salariés à travers cette tension entre candidats et entreprises. Oui, exactement, complètement. Nous, on le perçoit tous les jours sur les offres sur lesquelles on travaille. Clairement, aujourd'hui, si on ne fait pas évoluer les contrats, alors encore une fois sur les fonctions pénuriques, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas une fonction pénurique? Si on ne fait pas évoluer la typologie du contrat à proprement parler, le CDI tel qu'on l'entend, vers plus de flexibilité, il va être de plus en plus difficile de recruter sur ces postes-là. Merci Clémence Meyer de nous avoir rendu visite, ce baromètre Solinsky à travers ce panel de 4000 entreprises qui est une... J'ai dit une bêtise, Solinky, mais voilà, je voyais réagir évidemment. Solinky, avec le baromètre Solinky, 4000 entreprises qui permet d'avoir une photographie aussi de l'évolution du monde du travail. Merci de nous avoir rendu visite Clémence de cette belle ville d'Annecy. Je vous dis à très très bientôt. Merci Arnaud, bonne journée. Merci, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. Merci à vous tous, merci à l'équipe qui m'a accompagné pour la préparer. Merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat évidemment et à Marie pour l'équipe de programmation. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt et à demain. Bye bye.